Eh bien, bienvenue à tous sur ce nouveau live du Cercle Aristote, cette fois-ci en compagnie de Monsieur Jean Perroy. Bonjour Monsieur Jean Perroy. Bonjour. Ce live portera sur le thème de la défense industrielle, que Monsieur Perroy nous présentera notamment au travers de l'un de ses ouvrages, Threat in the Context. Pour présenter brièvement Monsieur Jean Perroy avant qu'il ne le fasse lui-même, Monsieur est docteur en sciences politiques et chargé de conférences à l'ICES, et son expertise tend généralement sur le monde de la sécurité industrielle, ce dont, je pense, il va nous parler durant ce live. Bien, alors bonsoir à tous. Tout d'abord, désolé d'être un peu dans l'ombre. Le but n'est pas d'entretenir le mystère, mais simplement parce que le soleil tape sur la fenêtre de mon bureau et que je suis donc obligé de fermer le rideau sous peine d'étouffement. Alors, je vais vous parler, comment on m'a présenté de la sorte, un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle, alors c'est un ouvrage, hélas, qui a été rédigé en anglais, qui s'appelle Threats in Context, donc qui pourrait se traduire par les menaces dans leur contexte ou menaces et contexte. Enfin, la langue anglaise étant beaucoup plus flexible et souple que le français, on a une certaine liberté pour la traduire. Alors, c'est un livre qui parle en effet de sécurité industrielle, mais qui parle d'une partie particulière de la sécurité industrielle, c'est-à-dire l'idée, le concept de la menace. Alors, déjà, avant que je vous parle du livre lui-même, je voudrais faire un peu l'historique de ce qui m'a amené à ce livre, parce que c'est ça fait partie du monde moderne. Le 11 septembre 2001, j'étais dans mon salon à Pretoria, Pretoria en Afrique du Sud, lorsque je reçois un coup de fil me disant « allume la télévision ». Et à la télévision, ce jour-là, j'ai vu le deuxième Boeing frapper la deuxième des tours jumelles. À l'époque, je travaillais donc en Afrique du Sud et je ne travaillais pas vraiment dans la sécurité. Même pas, mais en fait, pas du tout. L'année suivante, il s'est passé un autre événement sécuritaire important, c'est que à Karachi, au Pakistan, les ingénieurs de la DCN, la Direction des constructions navales, a été victime d'un attentat et 11 ingénieurs français ont été tués. Et la conséquence de cette affaire a été que la DCN a été vigoureusement punie par la justice pour ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour protéger leurs employés. C'est là que j'entre en scène, en 2003, c'est-à-dire que suite au 11 septembre et suite à l'affaire de Karachi, l'industrie française a compris qu'il était devenu essentiel d'avoir au moins un vernis sécuritaire pour tout leur personnel déployé à l'étranger dans ce qu'on appelle des zones, peut-être pas hostiles, mais des zones, appelons-les à risque. Voilà. J'ai été contacté par d'anciens amis militaires, puisque j'avais fait une carrière militaire courte, presque 20 ans avant, pas loin de 20 ans avant. Et on m'a demandé si je serais intéressé pour prendre un travail à Jeddah pour la DCN, justement, donc en Arabie Saoudite. Vu la situation à l'époque de l'Afrique du Sud, qui n'allait pas très bien, j'ai saisi l'occasion et je suis parti à Jeddah fin 2003 pour m'occuper de sécurité industrielle. Ma vision de la sécurité industrielle de l'époque était une vision militaire, qui n'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise vision, c'est simplement une vision incomplète. Et je me suis mis en quelque sorte à apprendre la sécurité industrielle, non pas en France parce que la France à l'époque était très en retard sur les Américains et les Britanniques, et donc je suis allé, j'ai poursuivi un cursus professionnel et afin d'obtenir les certifications professionnelles
qui s'imposaient et qui, un, me rassurait et deux, par définition, rassurait également mes clients. Voilà. Donc, je suis devenu, en fait, c'est le 11 septembre, quelque part, qui a décidé de cette nouvelle orientation de ma vie. Et, je me suis lancé dans cette affaire pour les 2 décennies suivantes. Pourquoi? Alors, pourquoi ce livre? Parce que je me suis aperçu très vite que dans la sécurité industrielle, la première chose que fait un consultant, c'est de faire une étude de risque, une évaluation de risque, partout. Tout le temps, on commence toujours par l'évaluation de risque. Je suis donc devenu un spécialiste de l'évaluation des risques. J'ai d'ailleurs écrit, hop, je vous le montre, un premier livre sur l'évacuation des risques et qui m'a laissé, non pas un goût amer, mais qui m'a laissé quand même relativement insatisfait intellectuellement. Mais j'ai continué pendant à peu près 10-12 ans à ne faire que des évaluations de risques sur des sites industriels au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats, à Dubaï, à Bahreïn. Voilà. En gros, j'ai donc passé les 20 ans qui ont suivi dans le Golfe Persique. Alors, très vite, je me suis, je me suis penché sur le problème de la menace et de la façon un peu faible, un peu systématique et un peu faible dont les théories traditionnelles, pas les théories, plutôt les méthodes traditionnelles d'évaluation de risque prenaient en compte la menace. J'ai trouvé que c'était très très faible, que c'était pas très convaincant, et finalement, c'était d'autant plus ennuyeux que une évaluation de risque s'est bâtie sur 5 choses. D'abord, vous, comme on dit en anglais, vous caractérisez la société, l'industrie, la chose que vous protégez. Ensuite, vous mesurez les menaces, c'est-à-dire en quelque sorte, quelles sont les menaces qui risquent, alors menaces comme en tant que personne, le terroriste, menaces en tant qu'action, la bombe. D'accord ? Quelles sont les menaces que notre société, que nous avons installée à, peu importe, Karachi, où nous avons déployé 150 expatriés, par exemple, quelles sont les menaces auxquelles elle pourrait faire face? D'accord ? Et en règle générale, alors ça cette partie est un petit peu bâclée. Viennent ensuite donc caractérisation des biens, évaluation des menaces, évaluation des vulnérabilités, c'est-à-dire notre déploiement, dans quelle mesure est-il vulnérable par rapport aux menaces que nous avons étudiées. Nous mesurons ensuite, alors tout ça c'est très compliqué, c'est un livre professionnel et c'est très compliqué, il y a plein de tables, enfin rien n'est compliqué, mais il y a plein de tables, il faut remplir des tas de carrés avec des couleurs, etc. Ensuite, on mesure le risque sur des tables avec des couleurs, etc. Et ensuite, on traite le risque. Et le sentiment un peu de frustration que j'ai ressenti pendant ces années, c'est que, en fait, la menace était la plupart du temps, comment on pourrait dire, c'était une espèce de liste de menaces, toujours les mêmes, toujours inchangées, quel que soit le contexte, quel que soit le lieu et quels que soient les gens ou la région dans laquelle l'affaire était déployée, et que les 3 autres phases, les 3 autres étapes de l'évaluation de risque n'avaient de sens que si la menace avait été bien comprise. C'est-à-dire que si vous arrivez à définir une menace qui soit crédible, qui soit réaliste et qui ne soit pas va-t-en-guerre, parce que ça c'est aussi un défaut assez fréquent dans ce milieu. Si vous arrivez à faire quelque chose de raisonnable, d'étayé et de documenté, par définition, votre traitement du risque à la fin sera crédible et rencontrera, ou en tout cas créera l'adhésion
du client. C'est ce qui est finalement important. Donc, voilà le pourquoi de ce livre. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je vais vous parler maintenant du livre en lui-même. Alors, le livre en lui-même, ça ressemble à ça. Et c'est, hélas, comme je vous le disais, en anglais, ça fait 200 et quelques pages. Bon, ces livres professionnels sont toujours hors de prix, mais je vous parle quand même de son contenu, on ne sait jamais. Alors, c'est un livre que j'ai découpé en 7 parties. Oui, 6 là. Voilà, plus la conclusion. D'abord, j'ai commencé de façon à sensibiliser l'audience par faire une rétrospective des actes terroristes, des grandes actions terroristes depuis à peu près les années 1970. Les années 1970, c'est une période de renouveau du terrorisme et c'est une période qui a marqué énormément les gens qui les ont vécus, donc les gens de ma génération, et qui, si on les compare aux actes terroristes des années 2000, étaient absolument, comment dire, on va pas dire dérisoires, parce que quand il y a mort d'homme, ça peut pas être dérisoire. Mais par exemple, l'incident de l'Aquilée Lauro, où un Américain a été abattu par des terroristes sur un bateau, c'est quelque chose qui a fait le tour du monde et qui a tenu l'Occident en haleine pendant plus d'une semaine. C'est pour vous donner un exemple, comparé aux 3000 plus victimes du 11 septembre, c'était tout à fait une autre époque. Mais donc, j'en ai fait un chapitre complet. D'ailleurs, grâce à un étudiant qui m'a beaucoup aidé à faire ça de façon, comment on pourrait dire, de façon méthodique. Hein. Et je ne vais pas vous en parler parce qu'il y en a plein. Je l'ai découpé en gros en les attaques terrestres, les attaques aériennes, les attaques en mer. Ça va des Jeux Olympiques de Munich au 11 septembre, en passant par le sarin à Tokyo dans le métro, etc., etc. Donc ça, je l'ai fait pour, comment dire, pour mettre dans l'ambiance. Mon deuxième chapitre s'appelle « Est-ce que notre monde est menacé ou sous la menace ?» comme vous voulez. Et là, dans celui-ci, dans cette deuxième partie, j'ai en fait essayé de donner une définition, comment dire, de clarifier le sens des mots. Parce que dans la sécurité, le mot menace, le mot risque, tout ça, c'est-à-dire quand vous écoutez les gens de la presse et des médias, hein, il y a un mélange des genres hein, qui ne peut que générer une confusion. Une menace, c'est quelque chose, hein, c'est un danger qui vous guette. Une menace peut être une personne qui veut vous égorger, ça peut être une bombe qui va être placée, donc on dit toujours menace comme agent et menace comme action. Et le risque, lui, ça n'a rien à voir avec ça. Le risque, si vous pouvez remplacer le mot risque par le mot chance, c'est que c'est vraiment le mot risque. En quelque sorte, le risque ne peut s'employer que dans quel est le risque que nous soyons attaqués dans ces circonstances. D'accord ? On ne court pas le risque du terrorisme. Le terrorisme, c'est une menace et pas un risque. Donc, si vous voulez, pendant ce deuxième chapitre, j'explique tout ça. C'est technique, mais si certains d'entre vous sont intéressés par la sécurité, c'est intéressant. Alors, ensuite, je définis les menaces. Bon, ça, pareil, c'est un peu technique, c'est pas très intéressant. J'explique comment les Américains, car ce sont eux qui ont été à la pointe de cette conceptualisation de la sécurité industrielle. Donc, comment ils en sont arrivés à créer ce qu'ils appellent les design basis threats, c'est-à-dire trouver une espèce de menace qui va servir à peu près à toutes les situations. Bref, je fais un peu de la vulgarisation et dans une première partie, dans une autre partie, la partie suivante, je me concentre sur l'identification de la menace
et je donne donc des critères pour établir la menace. L'idée étant que la vulnérabilité d'un site n'existe qu'en fonction de la menace. Aucun site, aucune école, aucune industrie, aucun headquarters, rien en soi n'est invulnérable, c'est impossible. Il ne peut être vulnérable qu'à un certain type de menace. Donc je continue à parler de cela. Alors, dans le chapitre 3, je parle de la globalisation de la menace et en fait de l'impact. Là, on rentre un peu dans le domaine de la politique et de la relation internationale, c'est-à-dire comment est-ce que dans un monde qui s'est mondialisé, s'il s'est mondialisé, c'est un débat de théoriciens des relations internationales. Comment et quels avantages extraordinaires cela a fourni à, on pourrait dire, aux mauvais éléments, en quelque sorte. Donc, la globalisation et ses conséquences sur la menace, le fait de pouvoir transférer de l'argent rapidement, bon, il y a eu des luttes qui ont été faites, mais c'est pas efficace, etc. Le chapitre 4, je parle d'un sujet passionnant pour les étudiants de sciences politiques et de relations internationales, puisque je parle de la sécurisation des menaces. Alors, la sécurisation des menaces, c'est... alors, si vous n'êtes pas du tout dans ce milieu relations internationales politiques, c'est très difficile de résumer en quelques mots, mais pour faire simple, c'est le fait de sécuritiser, je dis bien sécuritiser un phénomène, c'est le fait de le transformer en menace existentielle de façon à obtenir des crédits, à changer les lois, etc., etc. Pour prendre l'exemple le plus récent et le plus simple, le Covid-19 a été un événement de santé qui a été sécurisé par la plupart des États, puisque nous étions en guerre contre un virus, que nos libertés individuelles ont été bafouées, que les gens ont été cantonnés chez eux pendant des mois. Bref, il y a une théorie qui est, qui a été créée par l'école de Copenhague, Ole Wever et Barry Busan, l'universitaire anglais de la LSE, qui explique que sécuriser un problème, c'est ce qui lui permet, ça permet à des décideurs de prendre des mesures extraordinaires et, dans le cas dont je viens de vous parler, particulièrement illégitimes. Donc, je passe un chapitre entier sur le fait que les menaces, en tout cas un analyste, doit faire très attention aux menaces et être bien sûr que ce sont des menaces réelles et pas des menaces créées. Ça n'est pas si simple. Le chapitre 5, je parle d'un besoin d'une méthode pour, comprendre, analyser, classifier ces menaces. Okay. Et dans le chapitre 6, je touche un domaine assez, pas complexe, mais qui mérite réflexion. D'ailleurs, je suis en train d'écrire mon livre suivant sur le sujet de ce chapitre, qui est comment anticiper la menace, introduction au principe de prévision. Prévision, en anglais, dans ce cas-là, c'est forecast, comme le weather forecast, comme donc les prévisions météo. Donc, je donne une trentaine de pages pour expliquer les principes de base, les différences entre projection, extrapolation et prévision, etc., etc. Et voilà, en gros, je pense, ce qui clôt le contenu du livre. Alors, j'ai fait vite, je ne sais pas si c'était, que se passe-t-il? Bien, vous avez fait suffisamment vite. Vous avez fait, je pense, un résumé assez
claire et synthétique des propos de votre livre. Enfin, après tout, c'est vous qui savez ce qu'il contient. Trop rapide, je me rends pas compte. Vous avez fait le tout en une vingtaine de minutes. Oui, bah, c'est ce que je pensais 30, mais je voulais pas non plus, parce que je voulais pas non plus trop rentrer dans les détails. Parce que, comme je vous le disais, c'est un livre plutôt, au départ, c'est un livre professionnel pour professionnels. Donc, si vous voulez, quand vous le lisez, c'est un petit peu, parfois, ça peut être un petit peu ardu. Donc, je voulais pas rentrer trop dans les détails. En revanche, ce que je voulais, c'est vous donner un aperçu des thèmes touchés. Et voilà. Eh bien, vu que nous avons quand même un peu de temps Oui. devant nous, je vous propose, si vous le voulez, de développer certains points qui pourraient être utiles à des profanes Oui. pour mieux comprendre votre livre et peut-être aussi plus donner envie à certains de s'y intéresser. D'accord. Alors, donc, l'histoire des menaces, non, pas tellement, parce que ça pourrait toujours intéresser, en tout cas, des étudiants en histoire, la première partie. Parce que je vous dis, c'est cette histoire des menaces, je l'ai faite non pas en fonction, parce que pour le nombre de menaces, le nombre d'attaques dans le monde depuis les années 70, ça se compte en milliers. Et il était évident que je ne pouvais pas parler de 1000. D'ailleurs, à un moment, j'ai même envisagé de supprimer ce paragraphe parce que je ne voyais pas comment j'allais arriver à organiser toutes ces attaques et en faire moins de 10 000 pages. J'aurais peut-être une question oui. de mon cru par rapport à justement ces menaces et ces attaques. Oui. J'imagine que le principal espace, si on pouvait le définir ainsi, qui est visé par les attaques et les menaces, c'est l'espace dit occidental, depuis les années 70. Mais quel est le deuxième espace qui est le plus visé, Alors, le pays? c'est amusant que vous disiez ça parce que j'ai quelque part, mais alors je ne sais pas où dans le livre, je ne sais plus, j'ai une table qui donne je ne sais pas où elle est là-dedans. Bon, c'est pas très grave. J'ai à peu près les chiffres. J'ai pas forcément les chiffres, mais j'ai les volumes et les proportions dans la tête. Le, le plus grand nombre d'attaques terroristes, ce n'est pas contre l'Occident. Ah, déjà. Déjà. Mais c'est de l'ordre, comment dire, c'est de l'ordre de, je dirais, 1 à 5. C'est-à-dire que la plupart des attaques, ce sont des attaques entre musulmans. Et les plus grosses attaques sont entre musulmans chiites et musulmans sunnites. C'est-à-dire que les attaques les plus désastreuses, catastrophiques, meurtrières, ça se passait en Afghanistan, ça se passe au Pakistan, ça se passe, alors à une petite échelle par exemple, mais pour vous donner une idée, en 2003-2004, quand j'étais à Jeddah, on avait à peu près une attaque sérieuse, la deuxième ville du pays. On avait à peu près une attaque sérieuse avec échange de tirs avec la police par semaine. Tout de même. Par semaine. C'est-à-dire que j'avais la responsabilité d'une quarantaine d'ingénieurs français et tous les jours ou tous les 2 jours, il y avait une attaque de compound. Donc les compounds, ce sont des groupes de villas dans lesquels on met les expatriés. Pour utiliser une expression plus moderne, c'était chaud, mais d'un autre côté, c'était pas si chaud que ça. J'ai perdu personne pour une raison simple, c'est qu'en fait, la guerre à cette époque en Arabie Saoudite, elle était entre Ben Laden et Al-Qaïda et la maison des Saouds, par exemple. Là, c'était sunnite. C'était une guerre meurtrière, totalement passée, assez passée sous silence. Ensuite, au Pakistan, vous avez des règlements de compte terribles. Il y a encore plein de pays où ça va très très mal. En Afrique, c'est pareil. Si vous voulez, mais j'ai toujours cette anecdote. Lorsque j'étais en Afrique du Sud, il y avait
l'insécurité était, on peut le dire, était un souci réel. Chronique. Hein, c'était un souci réel. D'ailleurs, j'ai vu cette semaine que ça continuait. Hein, ça n'a jamais arrêté, ça n'a fait qu'empirer d'ailleurs, mais c'était un souci réel. Et après le départ de Mandela en 99, son successeur, Thabo Mbeki, a fait un jour une déclaration à la télévision où il a dit, en gros, hein, je ne sais pas ce qu'il a dit, évidemment, mais il a dit, les Blancs, vous commencez à m'emmerder. Hein, le nombre de Blancs tués à Johannesburg est 50 fois moins que le nombre de Noirs tués chaque soir. Évidemment, tout ça, ça a déclenché des réactions épidermiques, émotionnelles, hystériques dans la population blanche. Mais il avait parfaitement raison, c'est-à-dire que la violence, lorsqu'elle touche les Occidentaux, ça nous touche fort, et on a l'impression qu'on est les seuls, probablement parce qu'on n'accorde pas la même valeur à la vie que d'autres, mais c'est un fait que les attaques terroristes dans le monde, ce sont essentiellement des attaques de guerre civile entre différents forces. Hein. Vous avez bien vu, je vous dis, c'est de l'ordre de 1 à 5 à peu près. Et d'ailleurs, la plupart des gens, quand vous êtes au Moyen-Orient, les gens pensent pas tellement aux attaques d'Occidentaux. Le 11 septembre, ça a été un choc pour tout le monde. Alors que probablement, la semaine d'avant, 50 types s'étaient fait zigouiller dans une mosquée au fin fond du Pakistan ou du Balouchistan, sans que personne ne soit même au courant. Donc voilà, il faut savoir que nous, c'est différent. La grande différence, enfin, et encore, ça aussi, ça se négocie, c'est que dans notre cas, on a l'impression que c'est politique. Alors que quand ça se passe entre Pakistanais, entre Balouches, entre Indiens et entre Afghans, on a l'impression que c'est religieux. Je pense surtout que ça souligne notre méconnaissance et notre ignorance de ces régions, je pense. Car je pense, sinon je ne ferais pas ce métier, que tout est politique. Et que là aussi, ce sont des luttes d'influence pour des choses importantes, des intérêts. Vous vous rappelez, je prends un exemple très simple, pas très sympathique, mais réel. En 2002, quand les ingénieurs français de la DCN ont été tués à Karachi, même les plus jeunes pourraient être au courant, puisque François Léotard, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et Balladur et Léotard sont passés au tribunal pour ça. Cette attaque contre les Français, on ne peut pas dire qu'on est sûr, mais il semblerait que, au retour au pouvoir, aux affaires de Chirac, les Pakistanais, un certain nombre de personnes haut gradées au Pakistan, attendaient ce qu'on a appelé pudiquement les rétrocommissions. Ah oui, c'est ça, les fameuses affaires de rétrocommission. Je ne vois pas tellement ce qu'il y a de rétro. Au contraire, c'est très à la mode. Et donc, pour avoir le contrat des sous-marins Augusta, les Pakistanais, les généraux, les amiraux avaient signé en échange d'une enveloppe à venir. Jacques Chirac a dit, lorsqu'il a été élu, on ne paiera pas ces commissions. Ça n'a pas été long. Et donc 11 ingénieurs et 3, le chauffeur du bus, enfin je ne sais plus, il y en avait 3 autres. 14 personnes sont mortes parce que les amiraux et généraux pakistanais n'apprécient pas les gens qui manquent de parole. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une affaire de Pakistanais musulmans qui détestent les Français, oui. Mais que c'est une fois de plus, et comme toujours d'ailleurs, une affaire politique. Et quand on met politique, on pourrait presque mettre un trait d'union et y rajouter intérêt. Oui, de manière générale, quand il y a lutte et conflit,
même si la religion est impliquée, c'est toujours pour des intérêts. C'est toujours pour des intérêts, la religion. La religion est un prétexte quand elle est utilisée. Alors, vous choisissez le mot, prétexte ou excuse. Oui, le rendu est le même. Oui, c'est au choix, hein, c'est comme vous voulez. L'avantage de la religion, en fait, la religion, c'est l'outil des élites, hein, pour embraser les foules. C'est-à-dire que si vous dites les Français sont des méchants parce que ils ont fait des caricatures de Mahomet, alors qu'en fait, les Français, ils ont refusé de payer les rétrocommissions, là, vous pouvez être sûr que vous avez 200 types devant l'ambassade de France qui brûlent les drapeaux et qui jettent des cocktails Molotov. Donc, la religion, c'est ce qui va donner du poids, hein, à une certaine décision politique dans certains pays. Un facteur aggravant. C'est un outil. Je ne sais pas si c'est aggravant, mais c'est un outil contre lequel on ne peut pas grand-chose. On est assez désarmé devant ça. C'est pour ça que quand on veut déployer des gens dans des endroits un peu à risque, c'est bien d'avoir un bon consultant qui connaît bien le pays, hein, et qui peut vous assurer votre sécurité. Déjà, qui peut vous dire si c'est une bonne idée. C'est important. Le problème que j'ai rencontré dans ma vie de consultant, c'est que très souvent, on vous appelle quand tout est signé. Et si vous dites au client, bon, montrez-moi votre affaire, mais vous êtes complètement malade. Le type avec qui vous avez signé, mais c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un chef de guerre. Jamais il acceptera que le gouvernement fournisse ceci et cela. Et là, vous voyez que et donc votre conclusion, c'est de dire à éviter à tout prix. Et là, on vous dit, vous voulez la mission ou pas, parce qu'on a déjà signé. Ah, bon. Et ça, c'est vraiment très, très, très fréquent. C'est-à-dire que suite à Karachi, pour les Français, c'est Karachi qui a été le détonateur. Mais suite à Karachi, pourquoi ? Parce que le tribunal de Saint-Lô, alors pourquoi ça a été jugé à Saint-Lô, qui est une toute petite ville de Normandie, j'en sais rien, mais a condamné la DCN à payer, c'était sidérant comme rendu de jugement, c'est-à-dire que l'État devait payer pour chaque époux, enfants, petits-enfants, parents, des sommes qui devaient être de l'ordre de 10, 20, 30 000 euros, mais qui pouvaient arriver rapidement à des 150, 200 000 euros par personne. Alors évidemment, pour les gens qui, comme nous, vivent aujourd'hui dans la Macronie, quelques millions d'euros, ça paraît dérisoire. Hein, c'est dérisoire quand on sort des milliards de sa poche, hein, comme un lapin d'un chapeau, c'est dérisoire. Mais à l'époque, ça faisait rire personne. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, mon premier boulot à la DCN, parce qu'il fallait à tout prix éviter une redite de cette attaque. Et d'ailleurs, le temps que j'ai passé en Arabie, il n'y a pas eu d'attaque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de raison politique qu'il y ait une attaque. C'est rarement autre chose. Enfin, voilà. Vous avez une autre question ? Oui, éventuellement. Donc, bon, ça reste un peu dans le même, dans la même veine. Mais quel est, d'après vos observations, l'espace le moins touché, ou le pays, une région, un pays, qui serait le moins touché par ces menaces et ces attaques ? Alors, c'est intéressant, mais j'ai une réponse générale, mais qui n'est peut-être pas exactement celle que vous attendez. Ce que je veux dire, c'est que... je vous dirai celle que j'attends. Oui, je pense que votre question est plus intéressante que ma réponse. Mais je vais commencer par ma réponse. Ce qui est évident pour les gens qui travaillent dans ce monde de la sécurité industrielle, c'est que les pays les plus sûrs sont les pays les moins démocratiques. C'est pas trop surprenant. C'est pas surprenant. Quand j'ai travaillé en Algérie, dans les années 90. Comme vous vous en doutez, il y avait eu des meilleures périodes pour travailler en Algérie. Oui. Et là où j'étais, nous travaillions sur une plateforme pétrolière. Alors attention, hein, c'était pas la plateforme comme celles qui sont en mer. Là, on était à Hassim et Saoud, et c'était une ancienne exploitation de Total,
Et donc là, il y avait des gens qui travaillaient et j'avais été envoyé pour faire un audit de sécurité. Mais c'était sidérant. Il y avait le camp. Autour du camp, à environ 1 kilomètre de chaque côté, il y avait une espèce de village gaulois avec des palissades virtuelles, hein, avec l'armée algérienne. C'est-à-dire que l'armée algérienne déployait environ 1000 soldats 24 heures sur 24 pour protéger une exploitation dans laquelle, comme toujours, la Sonatrach possédait 51% des parts. Mais j'ai un autre ami, moi j'ai jamais travaillé en Libye, mais j'ai un ami qui travaillait en Libye et qui me disait, mais du temps de Kadhafi, mais il n'y avait pas de pays de plus sûr que la Libye pour un expatrié. Ah ben, si quelqu'un nous avait fait les gros yeux ou avait craché sur quelqu'un, il se serait fait arrêter tout de suite et on n'aurait plus jamais entendu parler de lui, par exemple. Donc ça c'est, comment dire, d'un point de vue professionnel, plus le pays est dictatorial, mieux ça vaut. En théorie. Plus qu'en théorie. Oui, dans la plupart des cas, ça marche. Oui, ça marche. Alors après, évidemment, à partir du moment où le pays n'est pas très stable, et à partir du moment où le pays, donc, n'est pas 100% tenu d'une poigne de fer, les expatriés, les opérations, les entreprises déployées dans ces pays deviennent, bien entendu, des otages potentiels. Oui. C'est-à-dire que les chefs de guerre, on peut les appeler comme on veut, on va dire les mauvais éléments, okay. Pour eux, c'est une manne inouïe de pouvoir menacer, lancer une rafale sur un camp avec des expatriés américains, anglais, italiens, allemands, peu importe, hein, pour faire pression sur le gouvernement central et leur extorquer des avantages pour leur groupe, leur ethnie, leur tribu, etc. Hein. Donc, en fait, c'est là, et ça, c'est pas toujours, c'est bien fait dans les grandes sociétés américaines et dans quelques bonnes sociétés françaises. C'est les Anglais les meilleurs là-dessus. Mais c'est pour ça que l'analyse politique d'un pays est plus importante que tout le reste. C'est-à-dire que c'est à partir d'une analyse, c'est plus important que l'analyse terrain. Il faut comprendre comment fonctionne le pays, les luttes de pouvoir, les jalousies, la psychologie, la vision de soi, tout ça, c'est le plus important avant. Tout ça, il faut arriver à bien le maîtriser. Et ensuite, un passage sur le terrain est recommandé, bien sûr, parce qu'il faut savoir où votre commanditaire met les pieds, est-ce qu'il se rend bien compte, etc. Mais je suis sûr que vous vous rendez déjà compte que ça s'avère beaucoup plus complexe que ce que le client en général croit. Le client, il pense qu'il va envoyer 2 pingouins sur place au fin fond de la Turquie, en Cappadoce ou au Balouchistan, hein, boire une tasse de thé avec les chefs locaux, hein, il va leur laisser une enveloppe et après, pouf, hein, on va être adoré sur place, alors que ça n'a quasiment rien à voir, quoi. Ce sont comme toujours des luttes politiques intestines qui vont décider de tout et de la sécurité de n'importe quel projet industriel. C'est clair. Je vous avoue que je m'attendais à une réponse. Alors, je ne suis pas surpris de votre réponse sur le fait que les États les moins démocratiques sont les plus sûrs, mais je m'attendais à une réponse du type l'espace est-asiatique, par exemple, en termes. Oui, je me doutais que c'était ça que vous vouliez. Ouais. Alors, ça dépend. Moi, j'ai fait des missions à Séoul pour des banques, par exemple, qui étaient très très inquiètes l'Asie du Sud-Est, c'est comme ça. Enfin, tout l'Indo-Pacifique de toute façon. Mais à Séoul, où je suis allé 4 fois, je suis allé à Séoul. À Séoul, par exemple, lorsque Kim Jong-un a visiblement des irritations sous les aisselles,
tout le monde tremble. Quand il envoie 2 ou 3 missiles dans la mer du Japon, hein, tout le monde panique. Alors, tout le monde panique, les expatriés. Moi, j'ai été sidéré par le calme des Coréens. Ils sont habitués. Ouais, mais même quand vous les connaissez, on va pas dire bien, quand vous voyez quelqu'un pendant un mois, c'est pas, vous le connaissez pas super bien. Mais, et c'est pas de la, comment on pourrait dire, c'est pas de la. De l'insouciance. Non, ils sont pas insouciants, en même temps, ils sont pas accablés. Ils sont Oui, résiliés. c'est pas non plus de la résignation, c'est très étrange. C'est étrange. Voilà. Donc, Ils font avec. oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ils font avec. Et ils ne croient pas. Alors là, je pense qu'ils ont quand même raison, avec le recul. Je pense qu'une attaque nord-coréenne sur la Corée du Sud n'aurait Fort guère de probable. sens. Oui, c'est peu probable. En plus, c'est plein d'Américains, il y en a partout. Il y en a partout, c'est Une incroyable. véritable infestation. Ah ouais, non mais ils sont partout. Tous les Coréens font. Alors ça aussi, je m'attendais, les Coréens faisant leur service militaire, je m'attendais à voir des espèces de légionnaires, et vous avez des jeunes éphèbes à cheveux longs en treillis camouflés, qui doivent peser 45 kilos, avec le treillis trempé dans l'eau. Hein. Ah oui. Les cheveux longs, euh, très sympa, très cool. On n'est pas du tout, c'est pas les rappelés d'Algérie. Hein. C'est une autre planète. Je pense qu'ils n'y croient pas. On peut rapprocher ça également de Taïwan. Hein. Moi, j'ai mon fils qui était à Taïwan il y a 2 mois. L'idée du. Alors, pourtant, eux, on peut dire qu'ils sont. C'est plus palpable. Ah oui, eux, on peut dire vraiment qu'ils sont sous la menace. Hein. Et bien, malgré ça, il était dans une famille taïwanaise pendant un mois. Alors, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est le masque, Oui. etc., la face qu'on ne peut pas perdre, etc., j'en sais rien, mais je pense que l'Asie donne pour l'instant propose un meilleur visage que le reste, mais attention, parce que l'Asie est sous la menace chinoise, une menace très réelle, et vous remarquerez que lorsque vous êtes dans une situation de guerre, de pré-guerre ou de juste après-guerre, le terrorisme est en général absent. Le terrorisme se réalise dans des périodes de troubles, mais pas dans des périodes très tendues. Et je pense qu'actuellement... Parce que ça risque de les faire exploser. C'est-à-dire, prenez l'exemple des Japonais. Ils ont eu leur époque avec l'équivalent des Brigades Rouges, le sarin dans les métros de Tokyo, etc. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, oui. Parce qu'ils sont sous une menace existentielle. Ils se serrent les coudes, on va dire. Donc, exactement, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, en fait, notre choix est le suivant. Soit on met un genou en terre et on suit les Chinois, bon, mais ils savent très bien que ça ne va pas être facile, hein, car un Chinois, c'est rancunier. Mmh. Et ils ont des raisons de l'être. Et ils ont... Oh, oui, bon, ils ont des raisons de l'être. Les Japonais n'ont pas toujours fait dans la dentelle. Mais le Japonais moderne, je le trouve plutôt sympathique. Oui, non mais enfin le Japonais moderne n'était pas à Nankin en 37, mais bon. Propagande peut-être, qu'en savons-nous, hein, puisque les Japonais refusent de l'admettre. Ah oui, oui. Ah, moi, j'ai lu 3 ou 4 bouquins sur le massacre de Nankin et j'ai lu des récits quasiment contradictoires. Donc, non, mais c'est sûr qu'il y a eu des dérapages, on en a connu aussi en Europe. Donc, c'était des périodes complètement différentes. Mais, si vous voulez, l'Indo-Pacifique est sous une telle tension que cette idée de poser des bombes ou d'assassiner des gens pour des trucs finalement relativement secondaires ne leur vient pas. On a quand même eu l'assassinat de Shinzo Abe au Japon. Ah oui, non, mais c'est incroyable cette histoire. Vous avez vu l'Ayuri que c'était qui a fabriqué un pistolet à la noix avec des tubes et des trucs. Mais ça, alors ça,
Ça, j'ai rien lu dessus de très précis, mais ça me sidère quand même. Ah, c'est quand même pas rien. Non, non, c'est pas rien. Donc voilà, en effet, l'Asie, c'est bien, mais je vous dis, c'est parce que je pense qu'ils sont vraiment ils sont sous très haute tension. On s'en rend pas trop compte d'ici, mais ils sont sous très haute tension. Alors, les autres pays du monde, l'Amérique du Sud, là, c'est différent puisque c'est le terrorisme institué comme mode de fonctionnement presque partout jusqu'au sommet de l'État. Donc là, c'est vraiment. D'ailleurs, j'ai jamais pris de mission d'Amérique du Sud, et vous voyez, j'ai aucune envie d'en prendre. Étrangement. Aucune. Étrangement. Oui, étrangement. Alors, on a quand même une petite question du public qui est apparue de Caleb Marcus, qui est le complexe militaro-industriel français est-il, selon vous, convenablement défendu par nos responsables politiques, pouvoir exécutif ou législatif confondus? Répétez-moi la question, elle me paraît très intéressante. Le complexe militaro-industriel français est-il, selon vous, convenablement défendu par nos responsables politiques, exécutifs et législatifs? Là, vous me posez une question très délicate, car je ne suis pas militaire et j'ai un peu travaillé, puisque je travaille pour la DCN, mais j'ai plutôt travaillé dans le pétrole que dans l'armement. Donc je voudrais pas, comment dire, accuser à tort notre gouvernement. La compétence? Non, ce serait. Non, ça serait non. Alors là, ça serait tirer sur l'ambulance en flammes. Non, ça c'est pas possible. Mais honnêtement, le complexe militaro-industriel, bon, vu de l'extérieur et n'étant pas un spécialiste, il me semble aller plutôt bien. C'est-à-dire on est quoi comme vendeur d'armes? On est 5e? Je crois qu'on est les 3e derrière les États-Unis et les Russes. Oui, donc ça marche pas mal. On fait des très belles armes un peu trop chères. Personne ne nous les achète. Tant qu'on peut encore les produire, hein. C'est plus le cas des Leclerc et des FAMAS. Non, mais ça, on n'a même plus fermé Manurin, arrêter les FAMAS. Non. Là, c'est le citoyen qui vous parle. Je trouve, moi, que cette perte de souveraineté est effrayante. Bientôt, on sera plus capable de produire des fourchettes et les couteaux chez nous. On mangera avec les mains, mais ça, c'est pas moins grave. C'est moins grave que de se retrouver sans char face à l'ennemi, si vous voulez le fond de ma pensée. Ah oui. Et déjà, il y a des choses qui me choquaient comme ça quand j'étais soldat, mais ça, c'était dans les fin des années 70, début 80, c'est que on vendait aux pays arabes des chars qui étaient plus sophistiqués que ceux que l'armée française pouvait se payer. Différence de moyens. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de moyens pour avoir tous les gadgets, les radios, les machins à l'intérieur, mais qu'à l'époque, je me rappelle, il me semble que c'est Abu Dhabi qui nous achetait des chars, c'était des chars Rolls-Royce, quoi, comparé à ce que nous, on avait. Mais donc, je regrette d'être incapable de fournir une réponse précise à ce monsieur, parce que je ne veux pas empiéter dans les choses que je ne connais pas, et j'aurais tendance à avoir des réactions plutôt émotionnelles, parce que je ne suis pas un grand fan de notre ministre des Armées, ni même de la façon dont les choses évoluent, mais bon. En un sens, vous avez quand même apporté une réponse au moins partielle. Je pense que ça. Oui, mais c'est pas bien. J'aimerais bien répondre toujours. Il vaut mieux rester en retrait quand on ne sait pas avec certitude. Je ne veux pas. Il suffit que je tombe sur quelqu'un qui s'y connaît vraiment, et qui me roule dans le caca. J'aurais du mal à m'en remettre. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Alors c'est un peu lâche de rester dans sa zone de confort, mais ça a l'avantage que, en règle générale, vous en savez plus que les autres, et que donc vous pouvez vous retourner assez facilement. Si vous me parlez de Total, du pétrole, du gaz, je suis un peu plus à l'aise puisque j'y ai passé 15 ans à peu près. Donc là, c'est un milieu que je connais mieux. Le milieu militaire, je l'ai connu avec un sac sur le dos et un casque sur la tête et un FAMAS à la main, et c'est pas ce qu'il y a de mieux
pour en parler avec philosophie. Ouais. Voilà. Bien, je pense qu'on arrive au terme de ce live, qui était très intéressant. Je vais conclure avec les abonnements qui ont été pris. Ensuite, je vous laisserai faire une petite conclusion si vous voulez. Donc, merci d'abord à Caleb Marcus, encore une fois, qui a offert un abonnement à Joseph Épistolier. Caleb Marcus, encore une fois, qui a offert un abonnement à Dovidania. Donc, merci Caleb pour les 2 abonnements. Et monsieur, si vous voulez faire une petite conclusion avant qu'on se quitte. Le mieux que puisse faire un invité, c'est de parler de lui-même. Il faut connaître le mieux. C'est ce que c'est simplement pour rappeler que là, j'écris donc un livre qui va s'appeler Sentinelle et qui sera, lui, en français. Alors, ça sera un livre qui va reprendre un peu tous ces principes, tous les principes de prévision, la façon dont on peut anticiper les menaces, analyser les risques, etc., etc. Mais cette fois-ci en français, avec tout un tas de techniques nouvelles. J'ai 135 pages d'écrites, là, il m'en manque 200 encore, mais ça sera mon premier livre en français et il aura l'avantage de ne pas être hors de prix, parce que le problème quand vous écrivez des livres professionnels, c'est qu'ils sont vendus à des prix exorbitants, quoi. Ridicule. Important, on va dire. Exorbitant. Oui, mais pas forcément mérité. Je vois pas pourquoi. Mais s'ils savent qu'ils vont en vendre 500 au lieu de 10 000, c'est ça. Il faut que ça vaille le coup. Mais le problème, c'est que si les vendaient au quart du prix, ils feraient peut-être 10 000. Les choix des éditeurs et des vendeurs. Voilà. Donc voilà, pour les gens que ça intéresse, il va y avoir une version française encore plus sophistiquée, qui va pousser le sujet plus loin, sur cette histoire de menaces, de risques, de vulnérabilité et d'anticipation. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Le sujet n'était pas forcément très excitant pour une audience non spécialisée, mais j'espère quand même que je ne vous ai pas trop ennuyé. Oh, c'était très intéressant. Je pense que le public ne s'est pas ennuyé non plus. Bon, en tout cas, je l'espère. Et je les remercie. Je vous remercie aussi. Je remercie aussi le public qui était présent pour assister à la présentation de monsieur. Au plaisir de peut-être vous recevoir à nouveau à la fin de l'écriture de votre livre. Ah bah écoutez, ça sera avec plaisir. Je serai bien obligé de promouvoir ce merveilleux ouvrage. N'hésitez pas à passer par nous. Je n'hésiterai pas. Et bien sur ce, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.